Il est bientôt 13 h sur BFM TV. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble pour 3 heures d'information. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité de ce samedi, plusieurs réactions après la candidature d'Éric Dupond-Moretti pour les régionales dans les Hauts-de-France, notamment Marine Le Pen qui a évoqué une obsession du garde des Sceaux à son égard avec une référence au bracelet anti-rapprochement. On en reparlera dans un instant avec nos invités, avec Anne-Sora Dubois en plateau. Dans l'actualité également, alors que la traque du tueur présumé du policier Éric Masson, assassiné mercredi à Avignon, se poursuit. Les hommages se multiplient. Nous serons avec Anthony Lebos à Bédaride, la ville de naissance du brigadier. Demain, un hommage policier aura également lieu. Ce sera au commissariat d'Avignon. Dans l'actualité également, la fin du sommet social européen à Porto, au Portugal, consacré à l'harmonisation des politiques sociales sur le continent. Emmanuel Macron va-t-il parler sécurité? Le président va s'exprimer dans quelques instants lors d'une conférence de presse. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur BFM TV. Marine Le Pen ne veut pas venir à moi, alors je viens à elle. Les mots d'Éric Dupond-Moretti dans La Voix du Nord. Le garde des Sceaux a officialisé sa candidature aux élections régionales dans les Hauts-de-France. Il sera tête de liste départementale dans le Pas-de-Calais. Réaction immédiate et acerbe de Marine Le Pen à la mi-journée. On l'écoute. Vous savez, j'ai vu beaucoup de forts en gueule venir ici tenter de défier le Rassemblement national et opérer des rodomontades. M. Tapie en son temps, M. Mélenchon, et ils sont tous assez rapidement repartis, plutôt humiliés par l'expérience. Maintenant, l'obsession que M. Dupond-Moretti a à mon égard commence à devenir relativement étrange. Il paraît qu'il reste quelques bracelets anti-rapprochement en rab. Je suis preneuse. Cette référence au bracelet anti-rapprochement, une déclaration qui fait écho évidemment au féminicide de Chaynez, cette mère de famille brûlée vive en pleine rue, c'était à Mérignac mardi, par son ex-conjoint Anne-Sora Dubois. Cette référence de Marine Le Pen, pour le moins hasardeuse. Oui, elle est sans doute tombée à côté, Marine Le Pen, en tentant de faire un bon mot, effectivement. Elle répondait, nous dit son entourage, aux propos tenus par le garde des Sceaux hier, qui commentait précisément le féminicide de Mérignac. Éric Dupond-Moretti avait 10 000 bracelets anti-rapprochement destinés à éloigner les conjoints violents, ont été distribués aux juridictions, mais seuls 61 ont été posés. Ils n'ont pas vocation à rester au fond des tiroirs. On se bat donc sur le terrain des dossiers que porte le garde des Sceaux, évidemment. On comprend quelle était l'intention de Marine Le Pen, mais effectivement, cette phrase commence déjà à déclencher une polémique, effectivement, dans l'utilisation, dans cette peut-être l'aspect un peu hasardeux de ce bon, enfin de la tentative de ce bon mot. Marlène Schiappa, en référence à l'atroce féminicide de Mérignac, Madame Le Pen ironise, je cite, sur la candidature d'Éric Dupond-Moretti en demandant s'il reste un bracelet anti-rapprochement en rap pour elle, un peu de décence en rap peut-être, Madame. Christophe Castaner commente aussi l'indignité, dit-il, de Marine Le Pen. On l'a entendu, Marine Le Pen qui a épinglé ceux qu'elle appelle les forts en gueule. Et notamment, on pense à Jean-Luc Mélenchon qu'elle avait affronté et battu lors des législatives de 2012. Écoutez la réaction du leader de la France Insoumise. Je ne sais pas si elle parle d'elle, les forts en gueule, c'est elle. Non, je suppose peut-être qu'elle me visait. C'est pauvre de dire que je suis fort en gueule, je crois que je mérite un peu mieux comme appréciation, mais pourquoi pas, si ça l'amuse, ça la détend. De toute façon, elle a bénéficié d'une immense complicité de la classe politique traditionnelle qui l'a aidé à se dédiaboliser et qui aujourd'hui lui lèche dévotement les mains, reprend ses idées, manipule son vocabulaire et nous infecte tous. Donc je comprends qu'elle se sente triomphante. Elles se sont triomphantes, Anne-Sora Dubois, ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon à l'égard de Marine Le Pen. Il a donc répondu à la présidente du Rassemblement national. Oui, effectivement, on l'entend, Jean-Luc Mélenchon un peu agacé par ce commentaire de Marine Le Pen qui le visait effectivement, puisqu'elle a bien prononcé son nom lors de cette cérémonie du 8 mai dans le Pas-de-Calais. Et effectivement, Jean-Luc Mélenchon a même relié le combat contre le Rassemblement national à la victoire du 8 mai en expliquant qu'il fallait, tant qu'à mener des batailles, autant les mener jusqu'au bout, même si on perd. Jean-Luc Mélenchon, un peu vexé, c'est pauvre de dire que je suis fort en gueule, je crois que je mérite un peu mieux comme appréciation. En réalité, ce qui est en train de se passer, on le sent bien, c'est que ces régionales dans les Hauts-de-France sont en train de devenir, et c'était la volonté aussi de l'exécutif, le laboratoire de la prochaine élection présidentielle, et que c'est bien Marine Le Pen qui polarise un peu les attentions, d'ailleurs négatives, autour d'elle, puisque le fait d'envoyer le soldat Dupond-Moretti
Dupond-Moretti dans les Hauts-de-France, évidemment, c'est perçu comme une tentative de mettre aussi une personnalité très forte en face de Marine Le Pen. C'est tout sauf un parachutage. Il est légitime, Éric Dupond-Moretti. Il vient de Maubeuge. C'est sans doute l'argument qu'il portera cet après-midi, puisqu'il compte lui répondre. Premier déplacement de campagne du garde des Sceaux en tout début d'après-midi. Il répondra notamment sur les propos de Marine Le Pen tenus sur les fameux bracelets anti-rapprochement. On attend la réponse du garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti qui vient défier sa meilleure ennemie, parce qu'on le rappelle, effectivement, Marine Le Pen, avec Marine Le Pen, ils se sont toujours opposés, ces deux-là, depuis de nombreuses années. Oui, c'est pas du tout nouveau ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, avant même d'être garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti avait des échanges très acerbes, via notamment les réseaux sociaux, contre Marine Le Pen. Il s'est toujours posé comme un des remparts, en tout cas un des attaquants les plus virulents contre le Rassemblement national. Et donc évidemment, ça n'est pas par hasard si c'est bien lui qu'on envoie pour aller combattre Marine Le Pen sur ces terres. Il a effectivement, Éric Dupond-Moretti, tenu des propos plus qu'acerbes en direction de Marine Le Pen. Ça fait des années que ça dure. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons en tout cas pour lesquelles il a été nommé garde des Sceaux dans l'optique de la présidentielle, avoir effectivement un ténor du barreau, acquittateur, qui a le verbe très haut et qui, lorsqu'il s'exprime très fort et ne mâche pas ses mots contre la présidente du Rassemblement national, avec toujours cette idée de ce duel annoncé entre le Rassemblement national et la République en marche. Ce duel commenté également par cette autre candidate dans les Hauts-de-France, assez régionale, c'est Karima Delli. Elle était sur le plateau de BFM TV, tête de liste de l'Union de la gauche, et elle revient sur cette guerre des mots entre Éric Dupond-Moretti et Marine Le Pen. Je trouve que Marine Le Pen, cela démontre encore une fois qu'elle est prête à toutes les provocations immondes, indécentes, pour reparler d'elle coûte que coûte. Vous voyez, on a eu le soutien à cette tribune des militaires qui était un scandale, il faut le dire. Les militaires sont là pour nous protéger de l'ennemi extérieur, pas pour avoir des ennemis de l'intérieur de notre pays. Et donc c'est toujours dans la provocation. Voilà donc pour la réaction de Karima Delli. On l'a vu tout à l'heure, Marine Le Pen assister aux commémorations du 8 mai 1945 à Hénin-Beaumont, 66 ans tout juste après la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie, des commémorations qui ont lieu ce samedi. Et à Paris, une cérémonie aura lieu en fin d'après-midi sur les Champs-Élysées avec Emmanuel Macron. Ce sera à suivre en direct, vous le voyez, à partir de 17h30 sur BFM TV. Dans l'actualité également, cela fait plus de 48 heures maintenant que le brigadier Éric Masson a été froidement abattu à Avignon. Le meurtrier et son complice sont toujours en cavale. Selon nos informations, le tireur n'est pas le dealer qui était présent sur les lieux du drame lors de l'intervention de ces policiers. C'est la conviction en tout cas des enquêteurs. Oui, Éric Masson était originaire de Bédaride dans le Vaucluse. C'est là que vous vous trouvez, Anthony Lebos pour BFM TV. Une cérémonie d'hommage a lieu cet après-midi avec beaucoup de personnes qui viennent rendre hommage donc à Éric Masson. Le rassemblement a eu lieu vers 11h45. Il y avait effectivement plus d'une centaine d'habitants de Bédaride. Regardez sur ces images de Philippine David, des habitants de Bédaride qui viennent encore signer quelques messages de condoléances sur les carnets de condoléances qui ont été installés juste devant l'hôtel de ville. Cette place qui a donc accueilli ce rassemblement à l'initiative d'habitants de cette commune, des habitants qui ont ensuite déposé plusieurs bouquets de fleurs devant cette église avec quelques bougies, quelques messages de condoléances adressés à Éric Masson, cet enfant du village qui vivait ici avec sa compagne et ses deux filles. Les fleurs, les bouquets ont ensuite été retirés, remis ensuite à la famille. Ce mercredi 12 mai, dans cette église, il y aura les obsèques d'Éric Masson ce mercredi 12 mai et aussi demain à 14h, cette fois à Avignon, devant le commissariat d'Avignon où travaillait Éric Masson. Il y aura aussi un hommage, une cérémonie à l'appel de plusieurs syndicats de police. Les hommages donc se multiplient à Avignon comme à Bédaride en hommage à ce policier qui a été abattu froidement mercredi. Merci beaucoup Anthony Lebos avec Philippine David en direct de Bédaride. Voilà pour cette cérémonie improvisée par les habitants notamment pour cet après-midi en l'hommage d'Éric Masson. Combien de temps faudra-t-il pour retrouver les deux individus en fuite? La traque se poursuit. Thomas Herman, vous êtes à Avignon. Pas moins de 80 policiers sont mobilisés avec quelques éléments de description de l'individu. Oui, puisque après une enquête de voisinage et des témoins sur place au moment des faits, on a une description. On sait qu'il portait un survêtement au moment des faits, qu'il est âgé de moins de 30 ans et qu'il avait une sacoche sur lui, sacoche qui a permis de dissimuler son arme, un calibre
de 9 mm, une arme de poing. Alors ces 80 enquêteurs sont mobilisés jour et nuit pour trouver cet individu, le tireur ainsi que son complice qui l'accompagnait au moment des faits, mais ils ont du mal à retracer son itinéraire car sur le lieu des faits, il était dépourvu de caméras de vidéosurveillance uniquement dans certaines rues adjacentes. Également sur la question du bornage de son téléphone portable, là aussi les enquêteurs ont du mal à retracer son itinéraire. Difficile donc pour les enquêteurs d'identifier cette personne et de savoir où il se trouve à l'heure actuelle. Cette personne qui, je vous le rappelle, est en fuite depuis mercredi dernier. Et ces auditions qui continuent bien sûr de l'ensemble des témoins et des habitants pour avoir plus de descriptions physiques sur cet individu. Une femme avait été placée en garde à vue jeudi matin. Elle a été levée hier en fin de journée car les enquêteurs n'ont pas trouvé de lien entre le tireur et cette femme qui était présente au moment des faits. D'ailleurs, information, le tireur n'est pas le dealer de la femme interpellée. En tout cas, les investigations se poursuivent du côté des 80 enquêteurs pour retrouver l'auteur des faits qui est en fuite depuis mercredi après-midi. Merci beaucoup Thomas Herman à Avignon pour BFM TV avec Vincent Berthézen. Dominique Rizet nous a rejoint, consultant police-justice de BFM TV. Bonjour Dominique. Bonjour, Thomas le disait, effectivement l'enquête est difficile car l'homme n'a pas été identifié, qu'il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance à cet endroit, qu'on ne sait pas par où il est parti. Comment réussir à le retrouver? Alors, ça va être difficile. Vous savez que quand même le procureur de la République d'Avignon, Philippe Guémas, disait jeudi à 17h, conférence de presse, nous parlait donc, énumérait les éléments qui étaient en sa possession à ce moment-là, parlait de deux hommes qui s'étaient approchés des policiers et l'un d'eux qui avait fait feu immédiatement. Et là, on découvre qu'en fait, visiblement, ce ne sont pas ces deux hommes-là qui ont tiré sur le policier, mais que ce sont deux autres. Donc, il y en avait deux en plus que le procureur de la République n'a pas évoqué dans son communiqué, sa conférence de presse, parce qu'à ce moment-là, visiblement, ces éléments n'étaient pas encore en connaissance dans les éléments dont disposaient les enquêteurs. Donc, effectivement, il y a deux hommes en plus des dealers. Visiblement, cette femme, Thomas Herman, nous l'a rappelé tout à l'heure, a été remise en liberté à l'issue de son audition et de son placement en garde à vue. Elle a pu donner des éléments sur les deux hommes auxquels elle achetait de la drogue, mais les tireurs sont d'autres personnes qui s'avancent vers les policiers et qui auraient prononcé cette phrase, j'ouvre les guillemets, qu'est-ce que vous foutez là? Et qui auraient tiré sur Éric Masson, provoquant la riposte de son collègue. Et ces deux hommes-là sont repartis dans la foule. On avait initialement parlé d'une patinette, il n'y a pas de patinette. Ces deux hommes sont repartis à pied et se sont fondus dans la foule. Donc c'est extrêmement difficile pour les enquêteurs aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance à cet endroit-là, mais il y en a dans les rues adjacentes. Et c'est difficile pour les enquêteurs d'aller observer tous les visages de toutes les personnes dans toutes les rues adjacentes, alors qu'il y a eu des coups de feu et qu'évidemment tout le monde a dû courir ou se précipiter. Ça veut dire qu'on n'observe pas deux hommes qui s'en vont en courant, mais on doit observer tout un tas de personnes qui courent et qui se dispersent. Donc c'est très compliqué. Ensuite, la police sait faire, la police sait travailler, elle a d'autres moyens techniques, le bornage des téléphones portables. On en parle tout le temps, mais c'est important, puisque si ce tireur avait un téléphone portable sur lui, il s'est accroché à une borne. Donc il faudra, c'est un boulot énorme, il faudra que les enquêteurs aillent analyser, observer, décortiquer tous les numéros de téléphone qui ont borné dans ce secteur. Est-ce qu'il y a celui d'une personne connue? Bon voilà, ça va être une enquête longue et minutieuse. Une enquête complexe. Merci Dominique Rizet pour ces précisions et ces images en direct de Porto à présent, où Emmanuel Macron ainsi que de nombreux chefs d'État et de gouvernement européens sont présents pour cette fin de sommet social européen, avec une conférence de presse attendue dans quelques instants d'Emmanuel Macron, au menu notamment la protection des travailleurs des plateformes, la convergence des salaires minimums à l'intérieur de l'UE, la sécurité sociale européenne ou encore la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Une question peut-être pourrait être posée sur la sécurité intérieure et notamment sur le drame d'Avignon. Est-ce que le président s'exprimera à ce sujet? Évidemment, c'est toute la question, puisque jusqu'à présent ce n'a pas été le cas. Anne-Sora Dubois du service politique, vous nous le confirmez, ce serait vraiment la première fois que le chef d'État s'exprimerait après la mort d'Éric
Frédéric Masson. Oui, ça serait la première réaction, effectivement. Le Premier ministre s'est exprimé, lui, hier matin lors d'un déplacement dans le Val d'Oise. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place, lui, dans les heures qui ont suivi l'assassinat de ce policier. Et effectivement, jusque-là, c'est bien l'exécutif qui a réagi, mais pas encore le président de la République directement. Il y a de grandes chances quand même, puisque c'est bien une conférence de presse, donc le format, c'est un propos liminaire, une déclaration et ensuite des questions. Il y a en tout cas 100% de chances que la presse lui pose bien cette question. On aura donc vraisemblablement la première réaction du chef de l'État à l'issue de l'assassinat de ce policier d'Avignon. Alors, la conférence de presse était prévue à 13h10, ça prend un petit peu de retard, on nous annonce 20 minutes de retard désormais. François Bersani est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police des Yvelines. Vous attendez une réaction d'Emmanuel Macron sur ce drame. C'est important pour vous que le chef de l'État en parle ? C'est important sur ce drame parce que déjà sur le drame qui nous a endeuillés il y a une quinzaine de jours, le président de la République n'était pas présent à l'hommage national pour notre collègue Stéphanie à Rambouillet. C'était déjà le Premier ministre qui avait présidé les cérémonies. Alors le président était allé à l'enterrement privé, certes, mais il ne s'est guère exprimé sur le sujet. Là, pareil, on a un silence que nous ne savons pas interpréter. Est-ce qu'il veut prendre cette fameuse hauteur comme Jupiter ? Mais je pense que sur des attaques récurrentes envers les forces de l'ordre, à un moment, il faut qu'il rentre dans la mêlée, parce que laisser le Premier ministre seulement en première ligne, il y a besoin aussi pour rassurer, si tant est qu'on puisse rassurer les 139 000 policiers, les 102 000 gendarmes, que le premier personnage de l'État rentre dans le pack, comme en rugby, plutôt que de rester en retrait. Il a quand même appelé la famille, personnellement. Ouais. Mercredi soir, en fait, le jour de la mort de ce policier. Pas encore d'expression publique, mais en réalité, il a déjà réagi. Il a fait savoir qu'il avait téléphoné à la famille. Dominique Rézé, il faut rassurer ces policiers, leurs familles. C'est un enjeu important. C'est ce qu'attendent toutes ces forces de l'ordre, une prise de parole plus directe du chef d'État. Bien sûr, c'est un message à la police tout entière, bien au-delà de celui que peut passer le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a parlé déjà, s'est exprimé, mais là, c'est la parole d'un président de la République qui doit être entendue pour rassurer tous ces policiers. Vous savez, quand la police se met vraiment en colère, quand la police dépose ses menottes, quand la police défile, c'est un message qui doit être entendu jusqu'à la présidence de la République, parce que, François l'a dit à l'instant, François Bersani, c'est 160 000 policiers en colère qui ne comprennent pas les conditions dans lesquelles ceci a pu arriver, leurs conditions de travail, cette espèce de police bashing permanente et cette réponse qu'ils attendent des autorités. Vous voyez, il y a ce communiqué que vous avez fait tous ensemble, je voulais le montrer parce que c'est quand même assez rare de voir tous les logos de tous les syndicats, dont le vôtre, avec toutes les signatures de tous les délégués, de tous les secrétaires généraux des syndicats de police. Ça, c'est un document rare. Et la police va s'exprimer. On le voit de plus près, effectivement. On le voit, voilà. On le voit mieux comme ça. Et la police va défiler, la police va s'exprimer. Et on a déjà vu, les colères policières, ça peut déstabiliser le pouvoir. Voilà, c'est important Il y aura deux moments importants, effectivement, Dominique. Demain, 14h, à Avignon, devant le commissariat d'Avignon, pour un hommage avec là tous les représentants des syndicats de police et bien sûr tous les citoyens qui souhaitent venir. Et mercredi également, il y a une marche qui sera organisée mercredi. Oui, on va avoir une succession comme ça d'hommages et également cette marche citoyenne dont parlait fort bien Dominique, donc le 19 mai, où nous appelons aussi la population. Nous attendons un sursaut de la population. Ça n'est pas qu'une affaire de police, ça n'est pas aussi qu'une affaire de justice, c'est une affaire de tous, puisqu'on le répète toujours, mais quand les policiers sont attaqués, c'est la nation et c'est aussi la population qui est attaquée. Donc il faut aujourd'hui que la population aussi nous démontre son soutien, son affection. Alors ça ne va pas régler tous les problèmes, on ne va pas malheureusement pouvoir se contenter de ces malheureusement cérémonies habituelles. On devient, c'est vrai, un pays un peu professionnel en marche blanche ou pas blanche, en hommages qui s'accumulent. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les policiers de ce pays réclament des actes, parce que des paroles, il y en a beaucoup, des hommages où on nous explique que le terrorisme ne passera pas, que ce crime est odieux. Ça, c'est devenu quasiment un refrain. Mais aujourd'hui, il faut des actes. Il faut comprendre aujourd'hui que la matrice
justice ne fonctionne plus. Il faut changer de paradigme. Il faut aujourd'hui mettre les choses à plat. On l'a vu sur le drame de Mérignac. Il y a de gros dysfonctionnements aujourd'hui dans l'institution justice, mais pas que. Féminicide, on le rappelle, cette semaine, effectivement, Chahinez qui a été brûlée vive par son ex-compagnon. Voilà, il y a le gros problème de la sécurisation des bâtiments de police. D'ailleurs, M. Castex fait amende honorable en annonçant en catastrophe un plan de 10 millions, plan que les syndicats demandent depuis des années, mais au-delà des 10 millions parce que ça ne sera pas suffisant. Mais on s'aperçoit, comme malheureusement souvent, qu'il faut des drames, des morts de policiers ou de gendarmes d'ailleurs, pour commencer à débloquer à la marge des mesures. Mais ce sont pour l'instant pour nous des mesurettes. Le Beauvau de la sécurité a été mis en stand-by compte tenu des contraintes sanitaires. Il doit reprendre normalement mi-mai, fin mai. Mais il va falloir absolument que l'exécutif se bouge parce qu'aujourd'hui les policiers sont stupéfaits, consternés et ça va laisser place à une colère. C'est ce que vous dénoncez, des réactions après des faits, des drames, plutôt qu'une prévention, en tout cas une écoute plus active peut-être des nombreux signaux qui ont été envoyés depuis et répétés par les forces de l'ordre. Qu'est-ce que concrètement les mesures que vous attendez en termes, on imagine, d'effectifs, puisque c'est ça qui manque beaucoup, des moyens en termes d'effectifs, de moyens également financiers pour ces policiers? C'est vrai que quand on invite des représentants syndicaux, on s'attend toujours à ce qu'ils réclament des effectifs, mais aujourd'hui nous ne réclamons pas que des effectifs. Aujourd'hui la police elle a été désarmée humainement certes en effectifs, elle a été désarmée matériellement et elle a été désarmée aussi souvent légalement. C'est-à-dire qu'on lui a mis tellement d'embûches, tellement d'obstacles législatifs, et quand on parle par exemple des simplifications de la procédure qui tout le temps se sont doublées de complexification de la procédure en sous-main, aujourd'hui il n'y a pas besoin que d'humains, il y a besoin de volonté politique, de revenir aussi sur la doctrine d'engagement des forces de l'ordre. On ne peut plus continuer à nous engager comme dans les années 80. Et puis il y a aussi la nécessité d'un sursaut, y compris de l'exécutif, parce que Monsieur le Président est très prompt à intervenir sur du police bashing, sur l'affaire Zecler, ou alors sur l'entretien dans Brut. Là, il n'y avait pas de souci. Dans les 2 jours qui suivaient, il prenait la parole. Mais par contre, quand c'est la police qui est attaquée, on nous trouve toujours des excuses en nous disant mais là, il laisse un tel ou un tel. On a bien compris que vous étiez assez remonté contre le président. La sécurité, Anne, ce sera l'une des thématiques prioritaires de 2022. C'est l'angle mort d'Emmanuel Macron ? Alors, est-ce que c'est l'angle mort d'Emmanuel Macron? En tout cas, c'est l'angle fort de son adversaire principal, ça c'est sûr. Donc, Marine Le Pen, évidemment. Juste revenir, vous dites que le Beauvau de la sécurité a été mis en stand-by, c'est pas tout à fait exact. Pour des en contraintes réalité. sanitaires. Là, on a suspendu les ateliers, les fameux chantiers. Mais ça fait très peu de temps alors, parce que ces dernières semaines... Les 4 semaines, oui, depuis les fameuses... D'accord, parce que sinon, le ministre de l'Intérieur poursuit ses déplacements sur le terrain presque une semaine sur 2 à la rencontre des policiers. Donc, ça se poursuit en attendant quand même. Pas les séances plénières, les fameuses séances plénières où l'on travaille sérieusement. Donc c'est en plus petit comité pour raison de respect des... Il n'y a plus de comité du tout, là, c'était vraiment mis entre parenthèses, mais les parenthèses vont se réouvrir. Donc c'est l'angle, en tout cas c'est l'angle donc très fort effectivement de sa principale opposante Marine Le Pen, duel tout à fait assumé par le chef de l'État. Et donc effectivement, il y a nécessité d'être très fort là-dessus. C'est aussi pour ça qu'il a nommé Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Enfant sarkozyste, en tout cas bébé Sarko, c'est comme ça qu'il est nommé aussi au sein de la majorité, c'est-à-dire avec un prisme effectivement régalien sur la sécurité très fort. On se souvient aussi que Nicolas Sarkozy avait énormément incarné au cours de sa présidence ce soutien aux policiers, l'annonce effectivement d'effectifs supplémentaires, mais aussi pas seulement d'effectifs, mais de voitures, d'équipements. Voilà, c'est le mot que je cherchais, d'équipements. Et effectivement, c'est vrai que jusque-là, Emmanuel Macron avait plutôt une étiquette d'un président de la Startup Nation, financier, sur l'économie, aussi sur la diplomatie, mais sur la sécurité intérieure, c'est vrai que c'est arrivé en cours de quinquennat, mais pour l'instant, il faut dire que Marine Le Pen en parle depuis beaucoup plus longtemps que lui. Il y a nécessité pour lui de vraiment incarner ça, parce que c'est vrai qu'en tout cas, du côté des policiers, il y a pu y avoir aussi des moments où on a déchiré en fait ce lien entre le président de la République et les policiers, notamment cette interview à Brut sur laquelle il est revenu, dans laquelle il a accepté le terme de violence policière. Il y a quelques semaines, il est revenu là-dessus dans une interview qu'il a accordée au Figaro en disant notamment il n'y a pas de violence systémique dans la police. C'est faux, mais en tout cas les syndicats de policiers s'en étaient largement émus en disant Emmanuel Macron est en train de nous lâcher, il ne peut pas admettre ce terme. Ce serait comme s'il donnait un blanc-seing aux gens qui veulent nous agresser en nous mettant en position de faiblesse et en disant que la violence vient de nous. En tout cas, voilà quel est le lien entre Emmanuel Macron et sa police. Côté ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin a largement travaillé à resserrer ce lien entre la police et les policiers. Il faut maintenant que ça remonte
monte jusqu'au chef de l'État. Pour l'instant, il ne l'incarne pas de lui-même, c'est plutôt à travers son ministre de l'Intérieur, effectivement. C'est peut-être maintenant qu'on va l'entendre. On va l'écouter, conférence de presse donc à Porto. Heureux de vous retrouver avant donc cette dernière session que nous allons tenir avec le Premier ministre Modi et pour vous rendre compte rapidement des discussions que nous avons pu avoir entre Européens hier après-midi, hier soir et ce matin. Le principal objet de ce rendez-vous de Porto était évidemment le sommet social et le travail, les débats que nous avons eus hier après-midi avec les partenaires sociaux, la société civile européenne et l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement et des chefs de délégation qui consacrent à mes yeux ce qu'est la réponse européenne à la crise que nous venons de vivre. Je veux juste m'arrêter une seconde sur ce que nous sommes en train collectivement de faire et le comparer à ce que nous avons vécu il y a 10 ans. Et je pense que nous sommes en train véritablement en ce moment de bâtir la réponse européenne à la pandémie. Il y a 10 ans, rappelez-vous, nous avons subi un choc, celui des crises financières et des crises souveraines, et nous y avons répondu par une solidarité tardive, des politiques extrêmement dures et asymétriques à l'égard de pays qui ont conduit à des programmes de privatisation, des réformes dures et plutôt des reculs de nos droits sociaux, en particulier dans un pays comme le Portugal. Et les pays qui avaient été le plus attaqués ont fait l'objet d'une solidarité européenne, mais qui est venue plusieurs années plus tard, à partir de l'été 2012 et de la politique monétaire réellement à la hauteur. Je crois pouvoir dire qu'au moment de cette pandémie, nous avons tiré les leçons de ce que nous avons appris au moment de la crise économique et financière du début des années 2010. Une réponse monétaire rapide, dès avril 2020, une réponse budgétaire solidaire et ambitieuse, ce fut la relance de juillet 2020, et une réponse sociale conforme à nos valeurs, c'est le sommet de Porto et, je dirais, tout ce qu'il embarque dans le cadre du plan de relance d'ambition à cet égard. La déclaration est explicite, mais je vois plusieurs sujets d'importance qui vont maintenant faire partie du semestre européen et donc des rendez-vous réguliers auxquels les États seront soumis. Et donc, derrière cette déclaration, on rentre vraiment dans les procédures européennes, mais donc l'avancée sur les salaires minimaux, l'égalité femmes-hommes, le droit individuel de formation, le droit des travailleurs de plateforme sont autant de sujets que nous avons pas simplement mis sur la table, mais inclus dans le processus de travail économique et social de l'Union européenne. Au-delà de cette conférence et de ce sommet, il y a évidemment tout notre agenda économique et social. Celui que nous avons poussé depuis maintenant près de 4 ans, avec de vrais acquis, le renforcement d'Erasmus+, l'encadrement du travail détaché, la lutte contre ces abus, la mise en place d'une autorité européenne du travail, pour ne citer que quelques exemples. Et puis il y a tout ce que nous voulons poursuivre en vue de la présidence française de l'Union européenne. Je pense à la directive sur les salaires minimaux, je pense à la protection des travailleurs, justement, des plateformes. La France a pris une disposition là-dessus il y a quelques semaines, nous allons le poursuivre en vue de notre présidence. Je pense aussi à la gouvernance durable des entreprises, sur laquelle le sommet justement de Porto marque une avancée, mais qui, à mes yeux, devra se renforcer dans le cadre de ce que nous allons préparer pour la présidence française. Au-delà de ces sujets, je crois que notre ambition commune est aussi d'avoir une politique renforcée à l'égard de notre jeunesse. Nous l'avons longuement évoqué hier, mais le droit individuel à la formation, cette ambition économique et sociale, c'est aussi prendre en compte le fait que notre jeunesse, et celle à laquelle nous avons demandé le plus d'efforts pour faire face à la crise, est celle qui a besoin d'une réponse économique et sociale ambitieuse pour ne pas être la victime des conséquences de la pandémie, en étant touchée au premier chef par le chômage. Et donc, relance économique forte, dans des secteurs d'avenir, formation initiale et continue sont les piliers de cette réponse pour notre jeunesse. C'est ce que nous faisons dans le cadre du plan de relance français, c'est ce que nous poussons au niveau européen, avec aussi la définition d'un espace européen de la jeunesse. Au-delà de ces ambitions de ce texte, nous avons évoqué plusieurs sujets d'intérêt généraux sur lesquels nous reviendrons le 25 mai prochain, en particulier la Russie ou le Brexit, sur lesquels j'ai demandé qu'un point détaillé puisse nous être fait à l'égard justement du Conseil du 25 mai prochain et la mise en œuvre de l'ensemble des accords que nous avons signés. La discussion d'hier soir a permis aussi d'avancer sur le suivi de l'épidémie, notre politique de vaccination en Europe et à l'international, la confirmation des achats de doses pour les prochains mois,
comme des perspectives de nouveaux vaccins. Dans un instant, nous retrouverons le Premier ministre Modi pour évoquer, là aussi, notre relation stratégique avec l'Inde et toutes ses composantes. Je profite de cette expression et de ce point rapide pour également me réjouir de la décision américaine qui a été notifiée ce matin de nous rejoindre dans le cadre de l'appel de Christchurch. Vous vous en souvenez peut-être, mais il y a presque 2 ans, avec la première ministre Ardern, après le terrible attentat de Christchurch, nous avions organisé la réponse internationale. Elle s'était tenue à Paris. Et cet appel de Christchurch pour supprimer les contenus terroristes et l'extrémisme violent en ligne avait donné lieu à une réponse inédite. Plusieurs gouvernements de tous les continents, des associations, des entreprises s'étaient rejoints pour avancer dans ce sens avec de vrais résultats, comme la fameuse Golden Hour pour le retrait des contenus terroristes en ligne qui, aujourd'hui, a été d'ailleurs acté par un texte européen il y a encore quelques semaines. Eh bien, presque 2 ans après, les États-Unis ont décidé de nous rejoindre et je m'en félicite. Nous sommes désormais 52 États, la Commission européenne, 10 grandes entreprises et plateformes de l'Internet mondial et plusieurs dizaines d'associations de la société civile. Nous tiendrons la semaine prochaine le sommet des 2 ans, le 14 mai prochain, où nous mettrons en place d'ailleurs un programme ambition sur lequel nous avons beaucoup travaillé avec la première ministre Ardern, mais qui nous permettra d'aller plus loin contre justement ces contenus haineux et cette violence en ligne, avec en particulier un travail accru sur le rôle des algorithmes dans le cadre justement de cette diffusion des discours de haine. Voilà, je souhaitais aussi pouvoir marquer en tout cas ce temps important lié à la décision américaine de nous rejoindre. Je vais maintenant répondre aux questions que vous posez. Bonjour Angélique Boin, France Info Radio France. Pouvez-vous nous dire qui autour de la table du Conseil a autant envie d'Europe que vous, en général, et sur le social, et comment vous analysez l'absence physique d'Angela Merkel à ce sommet? Merci. Je pense que l'Europe, ça marche en collectif, donc on a tous envie d'Europe. Parfois, les visions ne sont pas les mêmes. C'est la grande difficulté. Il y en a qui ont envie d'avancer plus vite, d'autres plus lentement, mais je pense que ça ne marche que si on est à chaque fois enthousiaste et si on a l'enthousiasme contagieux. Parce que si on veut avancer et qu'on est seul, ça ne progresse pas. J'ai vu le Premier ministre Costa qui avait très envie qu'on avance, et on est en ligne. Et hier, il y avait une vraie convergence de vues dans les expressions, y compris dans les panels. Donc je pense qu'il y a vraiment une volonté d'avancer. Quant à l'absence de quelques-uns de nos collègues, dont la chancelière Merkel, je crois que c'était vraiment lié aux contraintes liées à la pandémie et à des contraintes aussi de perception politique interne. C'est comme ça que ça a été présenté. Je pense malgré tout que c'était important qu'on puisse se retrouver et je pense que dans la mesure où les partenaires sociaux, la société civile avaient pris la peine de venir ici, c'était important qu'on soit là. Mais je pense que chacun a des contraintes qui correspondent à nos vies politiques et je les respecte pleinement. Ça ne nous a pas empêchés de travailler. La chancelière, le Premier ministre néerlandais étaient avec nous hier soir et jusque dans la nuit tard et ce matin aussi. Donc on a pu travailler ensemble parfaitement et avec une vision commune. Bonjour Monsieur le Président. La question des brevets a été abordée. Alors vous avez déjà précisé votre position. Est-ce que votre position, elle n'est pas liée à une certaine crainte de délocalisation vers l'Inde et la Chine? Et puis sur ce sujet-là, est-ce que vous n'êtes pas un peu agacé par une espèce de Biden-mania ambiante sur les brevets, une simple annonce un peu incomplète du président américain? Il vous impose un agenda sur cette levée des brevets. Est-ce qu'au fond, Biden ne gagne pas une victoire morale et éthique quand l'Europe rate sa communication et prend encore des airs de diesel dont vous avez souvent parlé? Alors, pour le coup, non. On peut nous reprocher des choses, mais on ne peut pas nous reprocher tout et son contraire. C'est-à-dire que si l'Europe avait été très vite sur les vaccins au début, en étant, entre guillemets, nationaliste ou centrée sur elle-même, vous ne nous auriez pas reproché la lenteur. Pourquoi on a été plus lent que d'autres? Parce qu'on a tout de suite été ouvert. C'est ça la réalité. Et sur les 400 millions de vaccins produits par l'Europe, depuis le début de la crise, nous en avons exporté 200 millions. Quand on a comparé les Britanniques et l'Europe en disant « Regardez, les Britanniques, ils vont beaucoup plus vite », c'est parce que nous étions ouverts et que nous n'avons pas procédé comme les Américains, qui ont gardé pour eux-mêmes tout ce qu'ils ont produit au début. Donc, on peut nous reprocher ou la lenteur ou l'égoïsme, mais pas les deux à la fois. Nous avons été plus lents parce que nous avons été plus ouverts. Mais nous avons été plus généreux que tous les autres réunis. Aucune plaque
continentale, pardon de le dire comme ça, mais si je compare l'Union européenne, les Britanniques, les Américains, nous sommes de loin ceux qui avons le plus exporté de doses produites sur notre continent. 400 millions de doses produites, 200 millions d'exports. Maintenant, moi j'aime surtout ce qui est efficace. Je crois, je l'ai dit depuis le début, il y a un an, quand le silence était assourdissant, à commencer par l'autre côté de l'Atlantique, et le reproche ne peut pas en être fait au président Biden. Nous avons porté, nous Français, nous Européens, l'idée d'un vaccin bien public mondial. Il y a un an. Bien public mondial, ça veut dire que vous devez en disposer de la manière la plus directe, sans que cela vous coûte ou que l'argent soit un rempart. C'est ça notre but. Bon. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, quelque habitant que ce soit dans un pays vous dit je ne peux pas disposer du vaccin à cause de la propriété intellectuelle ou des brevets? Non. Ce serait un mensonge. Et donc, la proposition qui est faite est tout à fait pertinente pour les temps à venir, mais elle ne répond pas aux problèmes que nous avons aujourd'hui. Ça, on se trompe. Nous devons donc travailler à ce que ce vaccin soit un bien public mondial. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, en produire plus. Et donc, j'appelle très clairement les États-Unis d'Amérique à mettre fin aux interdictions à l'export, non seulement de vaccins, mais de composantes de ces vaccins qui empêchent la production. Nous avons aujourd'hui CureVac qui nous dit « je ne peux pas produire un vaccin en Europe parce que, en tout cas je vais être bloqué, parce que des composantes sont bloquées depuis les États-Unis ». La clé pour produire plus vite des vaccins pour tous les pays pauvres ou à revenus intermédiaires, c'est de produire plus. Levez les interdictions à l'export. Levez-les. Sur les ingrédients et les vaccins. Deuxième point, libérez les doses. Nous, on a mis des contrôles à l'export pour éviter les fraudes, mais on n'a pas interdit les exports, contrairement à ce que certains ont dit. Comme je vous l'ai dit, on a exporté la moitié de ce qu'on a produit. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont exporté 5% de ce qu'ils ont produit, pour livrer quelques doses au Canada et au Mexique. Il faut qu'ils exportent davantage. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est de produire plus partout. Ce qui suppose d'avoir des capacités de production renforcées, en particulier en ARN messager. Et la clé de cela, c'est le transfert de technologie. C'est ce que nous sommes en train de construire en européen, avec l'Allemagne, avec les Pays-Bas, la Belgique, la Commission européenne, la Banque européenne d'investissement, pour aider des plateformes de production, en particulier en Afrique. J'aurai l'occasion de me rendre dans quelques semaines en Afrique du Sud, où j'irai justement aux côtés du président Ramaphosa pour initier une plateforme de production pour les vaccins Covid-19 que nous avons cofinancé et surtout que nous accompagnons technologiquement. De la même manière, avec les réseaux d'Institut Pasteur, c'est ce que nous voulons faire à Dakar, au Sénégal. C'est très concrètement permettre le transfert de technologie et produire davantage dans les pays à revenus intermédiaires ou dans les pays les plus pauvres. Et nous devons aider l'Afrique du Sud, le Sénégal, l'Inde aussi pour continuer à le faire et d'autres. Troisième point, c'est le don de doses. C'est ce que nous avons lancé il y a un an dans le cadre d'Acte A, et en particulier le mécanisme COVAX. Aujourd'hui, l'Union européenne est le premier financeur de COVAX. Le premier. Je n'espère qu'une chose, c'est que nous soyons dépassés par les États-Unis d'Amérique. Ça n'est pas encore le cas, j'espère que ça va arriver. Et nous avons aujourd'hui, par COVAX, transféré 50 millions de doses. Il faut continuer à accélérer, mais c'est l'appel que nous avions fait au G7. Et dans ce cadre-là, la levée des brevets est une réponse, mais elle le sera quand on aura produit suffisamment et que ce ne sera plus qu'une question de coût. Et qu'en fait, c'est le prix de la propriété intellectuelle qui sera un frein pour l'accès de certains pays. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Par contre, je pense que c'est un très bon débat qu'ont lancé les Américains et quelques autres, à l'appel d'ailleurs de l'Afrique du Sud ou de l'Inde, sur lequel nous devons avancer. Et moi, je le dis avec beaucoup de force, je suis favorable à ce qu'on avance sur ce sujet et qu'on y apporte une réponse. Et je suis favorable à ce qu'on y apporte la même réponse que nous avons su le faire dans le cadre de la lutte contre le VIH. Quand il s'est agi de diffuser, par exemple, les trithérapies vers les pays les plus pauvres, nous avons construit avec Unitaid, je rappelle, initiative française, et le Medicine Patent Pool, le cadre juridique qui a permis, sans fragiliser l'innovation, en permettant que les autres pays rémunèrent justement les innovateurs, les inventeurs publics ou privés, mais permis de lever le coût de la propriété intellectuelle pour les pays les plus pauvres. On l'a fait pour les trithérapies, faisons-le pour le Covid-19. Mais c'est ça le vrai débat. C'est ça la réalité. Et donc, juste, il faut remettre les choses dans le bon cadre. Sinon, on va se mentir à nous-mêmes et on agitera des faux débats. Nous nous diviserons sur des faux débats en oubliant les vraies réponses. Je suis pour la solidarité internationale parce que c'est notre devoir moral et parce que c'est la condition pour terrasser le Covid-19. Si on ne vaccine pas partout dans le monde,
nous n'arriverons jamais à stopper l'épidémie et ses variants. Mais la vraie réponse, c'est celle que je viens d'évoquer. Bien public mondial, par plus de production, plus d'export, transfert de technologie, don de doses, et la levée de propriété intellectuelle dans un cadre OMC-OMPI, comme on l'a fait pour les trithérapies du VIH. Mais vous aurez noté, pardon, que Joe Biden impose l'agenda jusqu'au Vatican. Cette question désormais est posée. On a l'impression qu'il a le leadership sur cette question. Mais moi, je ne suis pas dans la déploration. Je suis dans l'efficacité. Je constate que quand il y a un an, vous êtes un peu drôle quand même. Je vous pose une question presque psychologique pour vous, presse européenne. Quand il y a un an, nous, Européens, on lance ACTA. Vous ne dites pas, vous, Européens, vous avez le leadership moral. Mais, les États-Unis ne vous suivent pas. Et quand les États-Unis nous suivent, ce qui est de fait ce qu'ils sont en train de faire, sur l'appel de Christchurch au Sable, les États-Unis ont le leadership. Ben non, ils nous rattrapent. Vous avez l'impression, vous me donnez, vous, le sentiment de vous réveiller. Vous n'avez pas suivi le film. Mais si, mais il y a un an qu'on en l'Europe parle. a du mal à communiquer là-dessus. C'est la réalité. Ben peut-être que vous avez mal à s'imposer. Ben non, je ne crois pas. La réalité des chiffres que je vous ai donnés de l'action est celle-ci. Après, je ne peux pas traiter vos complexes. Moi, j'en ai pas. Non, il n'y a aucun sujet de délocalisation. Non, en plus, je dirais, d'un point de vue très égoïste, la France, par exemple, n'ayant pas de propriété intellectuelle sur ce vaccin, nous n'avons pas tellement peur des sujets sur la propriété intellectuelle. Vous voyez, Et donc, délocalisation, relocalisation, c'est autre chose, c'est des capacités de production. Donc on va tous en faire. Notre intérêt, c'est qu'on en ait au maximum. Sachant ces techniques d'ARN messager, c'est pour le Covid-19, on va l'avoir pour d'autres pandémies, et on va l'avoir pour d'autres pathologies. Donc c'est pas du tout un sujet, enfin là-dessus, je crois qu'il faut vraiment pas s'arrêter là-dessus. Il y a une crainte de l'industrie pharmaceutique, très claire, partout dans le monde. Plus anglo-saxonne qu'européenne, entre nous soit dit. Mais sur ce sujet, ce que nous apportons comme réponse, et ce que nous avons déjà apporté comme réponse, ne doit pas céder à quelque lobbying que ce soit, parce que nous l'avons déjà fait. Donc très honnêtement, par rapport à votre préoccupation, c'est vrai que je n'avais pas répondu sur ce point, moi je vous dis très franchement, il n'y a aucun sujet sur ce volet-là. Le fait d'ouvrir la propriété intellectuelle et sa rémunération pour les pays à bas coût, ne crée pas, en quelque sorte, un rempart à la production dans nos économies, ni ne fait courir de risque de délocalisation. Ça permet de produire plus vite et de rendre plus accessible. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la clé sur les adénovirus, c'est-à-dire les vaccins type AstraZeneca ou Johnson, il y a quelques éléments de transfert de technologie, mais maintenant, les capacités existent. Par exemple, en Inde, le Serum Institute a les capacités de produire. Le paradoxe, c'est qu'il a beaucoup produit au début pour d'autres. Parfois d'ailleurs des Européens. Le Serum Institute a exporté vers le Royaume-Uni, le Canada, l'Arabie Saoudite, avant de connaître cette crise. Et donc là, ils ont refermé leurs frontières, mais ils ont cette capacité. La clé pour beaucoup de ces pays, comme pour nous en Europe, c'est de produire plus d'ARN messager. Donc vous voyez quand même la puissance, et peut-être demain, les protéines recombinées. Normalement, c'est 3 à 5 ans pour construire une usine. Et donc là, notre enjeu, c'est plutôt de produire des capacités partout dans le monde pour en faire beaucoup plus vite, et donc pour réussir dans les 12-18 mois à venir à produire ces vaccins en Europe, mais évidemment en Inde, en Afrique du Sud ou autres. Notre intérêt est lié. Plus on produit, plus on réussit à écraser l'épidémie, y compris dans ces géographies. Donc il n'y a vraiment pas là-dessus, il ne faut pas voir en quelque sorte de, si je puis dire, un double agenda ou une crainte de l'industrie européenne, ce serait faux. Et encore une fois, parce que quand je regarde aujourd'hui le portefeuille qu'il y a, Moderna est incorporé aux États-Unis, BioNTech est européen, mais Pfizer est américain, Johnson & Johnson est américain, donc ce serait faux de dire qu'il y aurait un agenda européen pour bloquer cela. Non, ce n'est pas le cas. Marie Chantrette, F1 LCI. Monsieur le Président, bonjour. La protection économique et sociale, les conséquences de la pandémie sont l'une des préoccupation première des Français. La sécurité en est une également. Le policier Éric Masson a été tué mercredi dernier à Avignon. Vous n'avez pas encore réagi. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent aujourd'hui que l'autorité de l'État serait au plus bas? Marine Le Pen notamment affirme qu'il n'y a plus un seul endroit en France où l'on est en sécurité. Merci beaucoup. J'ai pour habitude de ne pas répondre depuis l'étranger sur les sujets domestiques. J'ai réagi ce soir même en relayant la parole du ministère de l'Intérieur et en appelant la famille. Il est évident d'abord que c'est la nation tout entière qui est aux côtés de la famille de notre policier, et je veux ici leur apporter notre affection, notre soutien.
et apporter aussi notre soutien sans faille à toutes nos forces de sécurité intérieure. C'est une réalité de dire qu'il y a de la violence dans notre société et qu'elle enfle. Et que le rôle chaque jour de nos policiers est rendu plus difficile par cette violence. Nous avons connu les attaques terroristes contre nos policiers. Nous voyons aussi aujourd'hui de très grands dangers de leurs interventions quand il s'agit de lutter contre les stupéfiants, quand il s'agit parfois de maintenir l'ordre public. Et donc il nous faut continuer d'avancer pour que la réponse pénale soit au rendez-vous de la réalité de la société et de son évolution, qu'aussi les équipements, la protection des interventions soient au rendez-vous. C'est ce à quoi œuvre le gouvernement. Le Premier ministre recevra aussi les syndicats de police, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le garde des Sceaux sont pleinement mobilisés et continueront de l'être. Et ces sujets sont trop importants pour notre société. Et la considération que j'ai à la fois pour M. Masson, sa famille et tous ses collègues font que je n'ai envie de tomber dans aucune forme d'instrumentalisation nauséabonde. Je vous remercie. Si la conférence de presse s'arrête là, je vous remercie à tous. Merci beaucoup et bon courage. Excusez-moi, journaliste portugaise, vous me permettez une... Ah, allez-y, si vous... Une question. Mais la toute dernière, parce que je vais faire attendre votre Premier ministre, parce qu'on commence avec le Premier ministre Modi. Journaliste portugais. Bonjour, Monsieur le Président, et merci pour me laisser poser cette question. Le Premier ministre portugais, António Costa, a dit que ce n'est pas le moment d'ouvrir la discussion sur le montant du Fonds global de l'Union européenne. Mais c'est une position que vous ne défendez pas. Alors, je pense que la priorité, c'est d'abord que tous les gouvernements puissent voter et ratifier leurs programmes nationaux et les notifier à la Commission et les ressources propres que nous avons décidées il y a maintenant presque un an, pour que la Commission puisse examiner les programmes le plus vite possible, que nous puissions cet été émettre en commun, ce qui sera une révolution historique, et que nous puissions avancer sur les ressources propres. En temps voulu, nous aurons à ouvrir le débat. Là, pour le coup, parce que par rapport à la question de tout à l'heure, à juste titre, les Américains nous stimulent. Et leur réponse nous pousse à regarder quand même, en particulier en matière d'investissement en recherche et développement, si nous sommes au rendez-vous de l'ambition. Mais il faut faire les choses avec méthode, et le Premier ministre Costa a raison de dire qu'il faut le faire dans le bon ordre. Voilà. Merci à vous, Merci à vous. et bon courage. Retour en plateau après cette conférence de presse d'Emmanuel Macron, après ce sommet social au Portugal à Porto. Emmanuel Macron qui ne veut pas tomber dans l'instrumentalisation. Il répondait aux questions des journalistes concernant ces faits. On en parlait il y a quelques minutes, le meurtre d'Éric Masson, ce policier à Avignon. Première réponse à Anne-Sora Dubois, elle était très attendue, cette première prise de position publique d'Emmanuel Macron, puisqu'il l'a rappelé, il avait contacté lui-même la famille. Il avait également relayé, dit-il, le message du ministre de l'Intérieur, mais on n'avait pas entendu prendre position sur cette question. Effectivement, et à travers, bien sûr, la famille, dit-il, dont il assure que la nation tout entière est à ses côtés, il réaffirme, en élargissant à la totalité des forces de l'ordre, un soutien sans faille à toutes nos forces de sécurité, promettant à nouveau, assurant à nouveau qu'il y a dans les tuyaux de l'action gouvernementale des surcroîts de matériel, d'effectifs, mais aussi un renforcement de la réponse pénale. On sait que ça fait partie effectivement des réformes qui sont en cours, réflexion autour effectivement du durcissement de la réponse pénale de ceux qui agressent ou qui tuent des policiers. Vous le saluez, je suppose, dans les améliorations que vous attendiez. En tout cas, voilà, un élargissement à ce soutien en totalité des policiers. C'est encore plus effectivement pour tous les autres policiers que le soutien à la famille, ce qui était attendu par les syndicats qui continuent à rencontrer le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Un élargissement donc à la totalité des forces de sécurité, le soutien du chef de l'État et puis ce diagnostic, la violence dans la société enfle, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le trafic de drogue, mais aussi un maintien de l'ordre, un maintien notamment de l'ordre, notamment dans les manifestations avec des affrontements de plus en plus violents, et cette affirmation donc du chef de l'État selon lequel la nation est aux côtés de ses forces de l'ordre et qu'elle les soutient dans leur globalité. Un policier est avec nous au plateau, François Bersali. Qu'avez-vous pensé des propos d'Emmanuel Macron ? Eh bien écoutez, déjà on progresse un tout petit peu puisque au moins on a
un diagnostic qui est conforme à la réalité. Il n'y a pas de déni dans la bouche du président de la République. Donc c'est très bien. Là, le docteur Macron nous fait son diagnostic. On attend maintenant la thérapie. Parce que si on se contente de faire des diagnostics qui se cumulent depuis... Alors, encore une fois, on ne cible pas uniquement cette présidence-là, puisque le long délitement de la sécurité publique en France date bien d'avant 2017, et sous en plus des pouvoirs politiques différents qui n'ont jamais su ou voulu, en fonction, prendre le taureau par les cornes. Donc là, c'est bien, on est dans une phase de diagnostic, la délinquance enfle, d'accord, et après, la réponse pénale, il va falloir une meilleure réponse pénale. Pour l'instant, dans ce que le garde des Sceaux a mis dans le tuyau, alors, soit il y a un deuxième tuyau caché, mais là, dans le premier tuyau, pour l'instant, c'est pas suffisant. La délinquance des mineurs, c'est toujours des mineurs victimes. Il faut surtout pas essayer de durcir la loi, abaisser la majorité pénale. Sur les lois de terrorisme, là, on entendait qu'il était encore très algorithme. On voyait un reportage tout à l'heure où on parlait des algorithmes, de l'intelligence artificielle. Bon, c'est le côté un peu French Tech, mais il faut savoir encore que la police, elle se fait avec des humains qui analysent les renseignements. C'est bien beau de les collationner avec des algorithmes ou avec les plateformes qui vont lutter contre la radicalisation en ligne, mais il faut toujours de l'humain qui analyse. On n'a pas encore trouvé le robot qui traite, va interpeller, va faire des procédures judiciaires. Et sur les moyens et matériels, on va voir. On a eu le quoi qu'il en coûte pendant la pandémie. Est-ce qu'on va avoir un quoi qu'il en coûte sur la police, la justice? À un an des élections présidentielles, on est comme un peu dubitatif, mais il est temps. Une phase de diagnostic, selon vous, François Bersani. Dominique Rizet, on a également entendu à l'instant Emmanuel Macron parler d'une phase aussi de dialogue, puisqu'il a rappelé que le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux également, recevrait les syndicats de policiers. Oui, moi j'observerais quand même, en préambule, que le président de la République n'a pas parlé spontanément, qu'il a fallu lui arracher cette réaction. Que ce n'est pas lui qui est venu dire à un parce moment... que ce n'était pas l'objet de ce sommet. Non, ce n'était pas l'objet, mais quand même. Il a des échos, il a des conseillers autour de lui, il sait qu'il est attendu là-dessus, il sait que la police va réagir, et croyez-moi que dans d'autres domaines, il vient chercher des informations pour savoir pour faire un état des lieux de la police, il sait où aller les chercher. Donc voilà, je trouve que c'est pas une réaction naturelle. Et il y a un mot que j'ai pas aimé, c'est domestique. Je n'ai pas l'habitude de commenter les sujets de domestique. La sécurité intérieure, les questions de sécurité intérieure, des drames survenus en France avec la mort d'un policier. Domestique, je trouve que c'est pas élégant, c'est pas très joli, quoi. Bon, ensuite, c'est pas le ministre de la police, c'est pas le président de la police, clairement. Donc, il a un ministre de l'Intérieur, il va se tourner vers lui. Il a un ministre de la Justice, il va se tourner vers lui. François parlait tout à l'heure de la réponse pénale. Est-ce que la réponse pénale viendra, dans quelle proportion viendra cette réponse pénale? Je crois que le président de la République a quand même, quand des policiers vivent ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment, quand il parle de la jeunesse de l'Europe. Vous avez vu cette photo d'Éric Masson, ce portrait de lui avec son calot? Je ne sais pas si on l'a et si on pourrait la voir, cette photo. Il y a une petite main qui est posée sur son épaule. Et à l'évidence, sur cette photo, il tient sa petite fille dans les bras. Il était papa de deux petites filles. Il était papa de 5 et 7 ans. Petites filles, de 5 et 7 ans. Donc c'est sûrement l'une de ces petites filles qui tient dans ses bras, qui aujourd'hui n'ont plus de papa. C'est la jeunesse européenne de demain. Et il faut lui répondre. C'est la jeunesse, des petites filles d'un policier. Ce policier, il est mort. Donc lui n'entend plus les discours politiques. En revanche, François Bersani est là, et les 165 000 qui aujourd'hui nous écoutent et nous regardent et attendent la réaction du président, ceux-là sont bien vivants et ont envie de savoir comment ça va se passer pour eux, quelle va être la réaction, le soutien. Est-ce qu'un président de la République ne pourrait pas dire « Moi, je ne tolère pas qu'on crie à des policiers dans une manifestation, suicidez-vous ». Ça n'est pas audible. Moi, président de la République, je ne peux pas accepter que des jeunes dans des banlieues poursuivent des policiers au cri de « tuez-les ». Est-ce que ça n'est pas la réaction d'un président de la République de dire ça? Voilà, quoi. Je veux dire, c'est important aussi de le faire spontanément, sans qu'on lui arrache ses arguments. Je suis un peu dur, Et ce qui est toujours un peu sidérant, c'est que sur la question de la sécurité, dont on sait en effet, donc il n'a pas une appétence particulière, en tout cas, ça n'avait jamais été son cheval de bataille avant d'être président de la République, il parle toujours d'instrumentalisation quand on lui met sur la table des sujets de sécurité. Il ne parle pas d'instrumentalisation quand on lui parle de la crise sanitaire, il ne dit pas, vous instrumentalisez l'économie
l'économie, vous instrumentalisez, je sais pas moi, le sport ou autre. Et ben quand on lui parle de sécurité, il voit toujours une espèce de tentation d'instrumentaliser, de régler des comptes. Non, quand on lui dit qu'il y a des soucis, c'est plus que des soucis, qu'il y a des chantiers à mener, tout de suite, il va chercher l'instrumentalisation. Et que c'est une préoccupation réelle des Français. Alors que c'est n'importe qui va sortir dans la rue aujourd'hui. On parle des femmes victimes de violences conjugales sur tous les sujets. Il n'y a pas d'instrumentalisation quand on s'empare d'un sujet. Alors ils préféraient peut-être que les sujets se soient pris par les citoyens ou seulement mais que des hommes politiques ou femmes politiques de quelque bord que ce soit, parce qu'aujourd'hui on a quand même dans tous les bords politiques une prise de conscience, à part toujours chez les mêmes de l'échiquier, on va dire plutôt sur la gauche, extrême gauche, mais ailleurs il y a une prise de conscience politique quand même un peu générale. Alors l'instrumentalisation en fait elle serait quasiment globale et ce serait le vilain petit canard à qui on chercherait des noises. Non, aujourd'hui la sécurité c'est pour vous, c'est pour nous sur ce plateau et c'est pour nos familles et c'est aussi pour Emmanuel Macron et sa famille. C'était la première réaction d'Emmanuel Macron après ce drame, après donc la mort de ce policier Éric Masson à Avignon. Ça s'est passé il y a quelques instants lors de cette conférence de presse au sommet social européen à Porto. Je vous propose de la réécouter. Il est évident d'abord que c'est la nation tout entière qui est aux côtés de la famille de notre policier. Et je veux ici leur apporter notre affection, notre soutien. Et apporter aussi notre soutien sans faille à toutes nos forces de sécurité intérieure. C'est une réalité de dire qu'il y a de la violence dans notre société et qu'elle enfle. Et que le rôle chaque jour de nos policiers est rendu plus difficile par cette violence. Nous avons connu les attaques terroristes contre nos policiers. Nous voyons aussi aujourd'hui le très grand danger de leurs interventions quand il s'agit de lutter contre les stupéfiants, quand il s'agit parfois de maintenir l'ordre public. Et donc il nous faut continuer d'avancer pour que la réponse pénale soit au rendez-vous de la réalité de la société et de son évolution, qu'aussi les équipements, la protection des interventions soient au rendez-vous. C'est ce à quoi œuvre le gouvernement. Ces sujets sont trop importants pour notre société. Et la considération que j'ai à la fois pour M. Masson, sa famille et tous ses collègues font que je n'ai envie de tomber dans aucune forme d'instrumentalisation nauséabonde. Voilà, on vient de entendre les propos d'Emmanuel Macron depuis le sommet social de Porto, où il a été interrogé sur les faits qui sont déroulés à Avignon mercredi, l'assassinat du policier Éric Masson, sur la sécurité en général en France. Sur la forme, Anne Sora-Dubois, c'est assez... On peut se poser des questions tout de même. Emmanuel Macron dit qu'il n'a pas pour habitude de répondre à l'actualité domestique quand il est à l'étranger. La raison pour laquelle il ne se serait pas exprimé jusqu'alors, c'est quoi cette règle ? Et effectivement, c'est une habitude qu'il a depuis le début de son quinquennat. Il estime que quand il est en déplacement hors des frontières, il ne parle pas des sujets d'actualité nationale. Et c'est vrai que malheureusement, c'est un peu le problème depuis quelques années maintenant. C'est que dans la mesure où il fait très peu de conférences de presse en France, du coup les occasions de lui poser des questions sur les sujets nationaux sont devenues extrêmement rares. Est-ce qu'il n'y a pas des situations où on peut faire un peu une encoche à la règle ? C'est la raison pour laquelle, vous le voyez bien d'ailleurs, la presse profite aussi de l'occasion de ces conférences de presse qui se tiennent hors de nos frontières pour poser des questions effectivement nationales. Alors après, Emmanuel Macron n'a pas absolument pas réagi. Ses proches nous ont largement relayé le fait qu'il a appelé la famille, que les concertations avec les policiers sont toujours en cours. Ça fait partie des tâches de fond qui sont effectivement dans le viseur de l'exécutif. Il y a toujours ce Beauvau de la sécurité, même si effectivement pour raisons sanitaires il est un peu suspendu en ce moment. Mais en tout cas, pour Emmanuel Macron, de toute façon, au-delà effectivement de l'actualité et du drame et du soutien à cette famille, soutien sans faille aussi à toutes les forces de sécurité, a redit le chef de l'État, il y a aussi une nécessité politique absolue de répondre à ces faits divers-là, de répondre à ces drames-là, parce qu'effectivement, pendant que lui ne le fait pas, il y a énormément d'autres politiques qui le font, notamment Xavier Bertrand, on se souvient à l'issue du meurtre de cette policière à Rambouillet qui avait évoqué cette proposition choc, c'est-à-dire cette peine automatique pour les agresseurs de policiers. Marine Le Pen en parle très souvent, elle aussi, elle est même en quelque sorte un peu la représentante du sujet sécuritaire en France, ça fait plusieurs années, et d'ailleurs on sent bien que tous ceux qui veulent la concurrencer en vue de 2022 sont en train d'essayer, pas de récupérer, mais en tout cas d'occuper ce terrain de la sécurité. Parce que pour Emmanuel Macron, encore une fois, évidemment que la campagne
de 2022 va se jouer sur les questions de sécurité. Et là-dessus, c'est aussi une conséquence du fait qu'il a décalé son centre de gravité de La République En Marche vers la droite. C'est une conséquence logique, effectivement. Il est en train de chasser sur les terres d'un groupement politique dont la sécurité est un des thèmes les plus importants. Mais donc, il l'a voulu aussi. En tout cas, c'est une des conséquences de son décalage de centre de gravité politique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se fait dicter aussi son tempo politique par ses opposants à droite, qui sont Marine Le Pen et Xavier Bertrand, et qui ne le lâcheront pas là-dessus, parce qu'effectivement, autant il y a des présidents qui ont largement incarné depuis les débuts de leur quinquennat, comme Nicolas Sarkozy, le soutien aux forces de l'ordre, les questions sécuritaires beaucoup, autant Emmanuel Macron, en tout cas si on le compare à Nicolas Sarkozy, qui le conseille d'ailleurs, nous dit-on, depuis le début de ce quinquennat, autant Emmanuel Macron est moins le président représentant effectivement des forces de l'ordre et des sujets de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas traité depuis le début du quinquennat, mais ça veut dire en tout cas qu'il y a nécessité à ce qu'effectivement il en parle beaucoup plus spontanément et sans doute pas effectivement, Dominique a raison, attendre que ce soit la presse qui lui pose des questions en dehors des frontières françaises, qui est devenu un peu le seul moment où on peut effectivement poser des questions au président de la République. Emmanuel Macron qui a dit que chaque jour, le rôle de nos policiers était rendu plus difficile par les violences. Vous constatez qu'effectivement, c'est de plus en plus compliqué. Les policiers sont pris pour cible de plus en plus. Mais j'ai envie de vous dire que si seuls les policiers et les gendarmes étaient attaqués, alors je ne dis pas que c'est une fatalité, et qu'on est rentré dans la police comme moi il y a 23 ans pour être attaqué au mortier, comme à Herblay, qu'on vienne nous attaquer dans une voiture alors qu'on est en stationnement et qu'on se fasse voler nos armes et presque assassiner. Bon, mais là aujourd'hui, qui paye le prix? On a vu les attaques contre un collège ou un lycée ces derniers jours. On a vu des tirs de mortier, on a vu des pompiers attaqués, on a vu des élus très régulièrement maintenant attaqués avec des chiffres jamais vus jusqu'à présent. On parle beaucoup des 85 attaques contre les forces de l'ordre, mais encore une fois... On a vu, pardon François, on a vu un chauffeur de bus à Narbonne tué à coups de pied, un journaliste à Reims, un de nos confrères, qui s'est fait massacrer, il n'y a pas d'autre terme, dans une cité. Pardon, je vous laisse continuer. Non, pas du tout. On a vu des manifestations aussi très récemment avec bien sûr. Ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que nous, aujourd'hui, on ne réclame pas de la sécurité seulement pour nous, et puis pour avoir un métier dans une bulle, mais nous, ce qu'on veut, c'est la sécurité pour la population. On est toujours là pour la protection des biens et des personnes, et tous les policiers en ont encore envie. Alors on parle de résilience, oui, c'est sûr qu'on revient toujours, c'est comme la marée, on est toujours là, même avec des deuils de plus en plus fréquents maintenant, en fait, entre chaque secousse ou tremblement de terre, eh bien, c'est de plus en plus fréquent. Et puis l'échelle de Richter aussi, comme on arrive toujours plus ou moins en haut de l'échelle de Richter sur l'aggravation du niveau d'attaque. Mais aujourd'hui, il faut des actes, parce que comme une émission d'un de vos confrères à la télévision, des paroles et des actes, on a eu beaucoup de paroles, et les actes aujourd'hui, voilà, on a des promesses il va falloir que, oui, d'accord, mais en effet, sur des sujets comme la réponse pénale, ça passera malheureusement par une réforme constitutionnelle, parce que si aujourd'hui on veut revenir sur le principe de l'individualisation de la peine ou de la personnalisation de la peine, qui empêche en effet de mettre des peines, on va dire, planchées, ou en tout cas des peines incompressibles pour les agresseurs de policiers, mais on pourrait aussi l'entendre sur les violences faites aux femmes, parce que Marlène Schiappa, par exemple, est une femme pleine de bonne volonté. Elle est absolument pas à blâmer, mais on a bien vu qu'avec des épisodes récents à Mérignac, ça n'est que le haut de l'iceberg. Mais aujourd'hui, il y a de gros trous dans la raquette. Sauf que ces trous, ils tuent aujourd'hui. Merci beaucoup. Il est bientôt 14h. Merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité, donc la première réaction d'Emmanuel Macron après la mort du brigadier Éric Masson à Avignon cette semaine. Il l'a fait depuis le sommet social européen de Porto. La nation tout entière doit être aux côtés de la famille de ce policier. La réponse pénale doit être au rendez-vous. La violence enfle dans notre société. Ce sont les mots du chef de l'État. Nous serons sur place dans un instant avec Mathieu Coache. On en parle en plateau avec nos invités. Alors que la traque du tueur présumé d'Éric Masson, assassiné mercredi à Avignon, se poursuit, les hommages se multiplient. Nous étions à Bédaride, c'est la ville de naissance du brigadier, où la population lui a rendu un vibrant hommage. Demain, ce sera un hommage policier qui aura lieu au commissariat d'Avignon. Plusieurs réactions après la candidature d'Éric Dupond-Moretti pour les régionales dans les Hauts-de-France, notamment Marine Le Pen qui a évoqué une obsession du garde des Sceaux à son égard avec une référence au bracelet anti-rapprochement.
On revient donc sur cette conférence de presse que vous avez pu suivre avec nous il y a quelques instants d'Emmanuel Macron depuis Porto, après donc ce sommet social européen. On va rejoindre sur place Mathieu Coache. Mathieu, le chef de l'État qui a pour la première fois réagi après la mort de ce policier cette semaine à Avignon. Alors, petite précision, c'était la première expression publique du président de la République sur ce drame, mais il avait appelé auparavant la famille d'Éric Masson pour lui exprimer son soutien. Dès jeudi, le président qui avait appelé plusieurs membres de la famille, nous dit l'Élysée. Il avait aussi demandé au gouvernement de se mobiliser sur ce drame. Gérald Darmanin, vous vous en souvenez, s'était rendu sur place dès mercredi, avait passé la nuit à Avignon, et puis le lendemain, Jean Castex avait ajouté une séquence dans un commissariat à Sarcelles lors d'un déplacement dans le Val d'Oise à la demande du président de la République. C'est en tout cas ce que nous dit l'Élysée. Le président de la République qui s'exprime effectivement pour la première fois devant les micros et devant les caméras pour soutenir les forces de l'ordre, un soutien sans faille à toutes les forces de sécurité intérieure, mais un refus d'entrer dans toute forme de polémique politique. Écoutez. Il est évident d'abord que c'est la nation tout entière qui est aux côtés de la famille de notre policier. Et je veux ici leur apporter notre affection, notre soutien, et apporter aussi notre soutien sans faille à toutes nos forces de sécurité intérieure. C'est une réalité de dire qu'il y a de la violence dans notre société et qu'elle enfle. Et que le rôle chaque jour de nos policiers est rendu plus difficile par cette violence. Nous avons connu les attaques terroristes contre nos policiers. Nous voyons aussi aujourd'hui le très grand danger de leurs interventions quand il s'agit de lutter contre les stupéfiants, quand il s'agit parfois de maintenir l'ordre public. Et donc il nous faut continuer d'avancer pour que la réponse pénale soit au rendez-vous de la réalité de la société et de son évolution, qu'aussi les équipements, la protection des interventions soient au rendez-vous. C'est ce à quoi œuvre le gouvernement. Ces sujets sont trop importants pour notre société. Et la considération que j'ai à la fois pour M. Masson, sa famille et tous ses collègues font que je n'ai envie de tomber dans aucune forme d'instrumentalisation nauséabonde. Voilà, Emmanuel Macron qui refuse donc de répondre à toute forme d'instrumentalisation nauséabonde et qui répondait à une question sur des propos de Marine Le Pen. Et si le président de la République a mis 3 jours à réagir, eh bien c'est peut-être précisément pour ne pas entrer dans ce match, celui qui s'annonce, celui de la campagne présidentielle qui va commencer avec Marine Le Pen. Merci Mathieu Coache avec Maxime Vigier à Porto, donc après ce sommet social lors duquel Emmanuel Macron s'est exprimé à la suite du décès à Avignon mercredi du brigadier Éric Masson. Anne-Sora Dubois du service politique BFM TV. C'est donc la première fois qu'Emmanuel Macron s'est exprimé publiquement pour revenir sur ces faits. Après avoir été interrogé, il faut quand même le préciser, dans cette conférence de presse, il n'a pas pris la parole spontanément. Oui, alors je vais juste revenir sur ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit un peu vite qu'on ne pouvait pas interroger le président de la République autrement que quand il se trouvait à l'étranger. C'était un peu rapide. C'est vrai que les possibilités de conférences de presse sont beaucoup plus rares sur le territoire français. On le sait, Emmanuel Macron n'est pas spécialement friand de l'exercice. Et donc, ce type de sommet, c'est toujours l'occasion, parce qu'il y a toujours une conférence de presse du président de la République à l'issue, et c'est toujours l'occasion, effectivement, de lui poser des questions sur des enjeux nationaux, même si il s'est fait une règle, dit-il, de ne pas répondre sur des sujets domestiques. Ça a choqué Dominique Rizet, effectivement, sur des sujets intérieurs. Domestique à l'anglaise, au sens de je pense que c'est dans ce sens-là qu'il l'entendait. C'est certainement dans ce sens-là qu'il l'entendait. Le mot est pas beau, quoi. En tout cas, effectivement, la presse ne s'est pas privée de lui poser la question, bien sûr, parce que c'est vrai qu'il n'avait toujours pas réagi publiquement, Mathieu le soulignait à l'instant, au drame de ce policier à Avignon. Dans la réponse du chef de l'État, on a bien compris que, outre le soutien à la famille qu'il avait déjà exprimé, parce qu'il faut savoir que lorsque le chef de l'État appelle la famille, bien sûr, tout cela nous est relayé, de façon à ce qu'on comprend bien ce qui est dans l'esprit d'Emmanuel Macron, c'est que lui, il s'occupe du travail de fond, il demande au ministre de la Justice de gérer la réponse pénale, effectivement. Il gère avec le ministre de l'Intérieur le Beauvau de la sécurité, mais il ne veut pas répondre immédiatement, parce que Mathieu a raison, il ne veut pas rentrer dans ce match avec Marine Le Pen, dans la polémique imminente qui sort tout de suite de cet assassinat. En tout cas, au-delà du soutien à la famille, ce diagnostic posé par le chef de l'État aujourd'hui sur la violence qui enfle dans la société, vis-à-vis aussi des forces de l'ordre, un soutien renouvelé aux forces de l'ordre, soutien sans faille à toutes nos forces de sécurité, c'était nécessaire encore une fois, parce que ces dernières semaines, il y a eu des petits coups de canif dans le contrat entre le chef de l'État et la police. En tout cas, certains syndicats de policiers l'ont ressenti comme ça, après les propos de
notamment du chef de l'État auprès du Média Brut, dans lequel il avait accepté cette idée de l'utilisation du terme de violence policière. Eh bien, aujourd'hui, on a surtout parlé, le chef de l'État a surtout parlé de la violence vis-à-vis de la police, dans la violence contre le terrorisme, contre la lutte contre le trafic de drogue et dans le maintien de l'ordre, en tout cas dans le maintien de certaines manifestations. On a bien compris ce que voulait dire le chef de l'État. Réponse effectivement qui peut paraître un peu tardive, qui sera sans doute perçue comme telle par certains syndicats de police, mais qui était indispensable en tout cas, parce que, encore une fois, tant que le chef de l'État ne s'exprime pas, c'est un futur candidat à la présidentielle en devenir, il y a assez peu de doute là-dessus, et en attendant, tant que lui ne parle pas, les candidats déjà déclarés, eux, ne perdent pas de temps pour s'exprimer sur cette question, et notamment faire des propositions. Merci Anne. Nous sommes en direct avec Benoît Barré, bonjour, merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous êtes secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police Nationale, vous avez également pris connaissance ou entendu donc, les propos d'Emmanuel Macron, sa première réaction publique après la mort de votre collègue. Qu'en avez-vous pensé ? Écoutez, j'ai envie de vous dire enfin à l'expression du président de la République, le premier personnage de l'État. Ce qui est clair, c'est que cette prise de conscience, effectivement, d'une société ultra-violente, bien, il est temps de le reconnaître. Mais derrière le fait de le reconnaître, nous, ce qu'on attend, ce sont vraiment des actes, des vrais gestes politiques de chacun. Nous avons aussi entendu la réponse pénale. Bien écoutez, nous pensons en tout cas à Alliance que cette réponse pénale est au cœur des soucis de cette société. Aujourd'hui, il n'y a plus une journée où des collègues ne sont pas blessés, ne sont pas agressés tous les soirs à coups de mortier. Toutes les interventions des collègues sont blessés à chaque fois, 12 500 collègues blessés chaque année. Et là, surtout, vous savez, demain, nous serons à Avignon à 14h en hommage de notre collègue assassiné par un trafiquant de drogue, où cette personne, ça ne le gêne même plus d'être capable de tuer un policier de sang-froid, un père de famille. Nous, ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'on attend véritablement quelque chose de très fort du gouvernement, quelque chose de très fort des parlementaires. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que la tolérance zéro, la guerre déclarée aux délinquants, aux voyous qui s'en prennent aux forces de l'ordre, et qu'effectivement, que ce soit véritablement remis à l'ordre du jour et rapidement. Il faut que toutes ces personnes, en tout cas, qui s'en prennent aux forces de l'ordre chaque jour, même à leur famille, mais il faut qu'ils aient la certitude de la peine. Aujourd'hui, on a l'impression que cette police paillasson, celle sur laquelle on peut cracher tous les jours, celle sur laquelle on peut s'essuyer les pieds, où le policier aujourd'hui est réceptacle de toutes les haines, de toute cette convergence de lutte sur certaines personnes. Aujourd'hui, ça doit cesser. On pourra faire des heures et des heures de télé avec vous sur les plateaux, à chaque fois dire la même chose, à chaque fois s'indigner, pleurer sur les nôtres, à chaque fois toujours les mêmes mots de compassion, de on a compris, on va faire. Aujourd'hui, non. Oui, tout le monde a compris, le constat est là. Je crois que tout le monde connaît le constat, c'est la justice. Aujourd'hui, 80 000 peines de prison non exécutées chaque année. Ce n'est plus acceptable aujourd'hui dans une société de droit, dans une démocratie, lorsque l'on est engagé au quotidien pour lutter contre la violence que chaque personne connaît aujourd'hui, eh bien on ne peut plus l'accepter. Vous savez, des remises de peine automatiques, mais quelque part, c'est quelque chose d'énormissime à comprendre. On se rend compte aujourd'hui que les personnes qui agressent sont remis en liberté. Alors déjà, ils vont très peu en prison, et lorsqu'ils vont en prison, automatiquement, ils ont des remises de peine. Aujourd'hui, en France, les seules personnes qui n'ont aucune remise de peine, ni aménagement de peine, c'est la victime. Vous savez, demain, on pensera à un hommage solennel à notre collègue tué, eh bien, sa famille et toute la police nationale n'aura aucune remise de peine. Nous, ce qu'on espère, c'est que lorsque cette personne sera interpellée, en tout cas, le geste premier fort, c'est la prison. Ils resteront en prison, cette personne. D'ici là, on entendra encore des plaidoiries de toutes sortes avec cette fameuse théorie de l'excuse. Depuis des années, nous sommes au sein de cette société dans la théorie de l'excuse, la politique de l'excuse. On est capable de tout excuser. Les seules personnes à qui on n'excuse rien, c'est le flic, c'est le gendarme, c'est les forces de l'ordre. Alors là, systématiquement, là, on n'est pas d'excuse. Au contraire, on appuie systématiquement la tête du policier au fond de l'eau. Et ça, ce n'est plus acceptable. Vous savez, on a décidé le 19 mai, tous les syndicats de police, tout corps confondu, tout grade confondu, de lancer une grande marche citoyenne sur Paris, parce que je crois aujourd'hui que les gens soutiennent massivement la police nationale, la gendarmerie nationale, tous ces gens qui au quotidien font que chaque personne est capable de pouvoir vivre tranquillement. Et enfin, je vais vous dire, hier, je parlais des gens du 10e arrondissement qui n'en peuvent plus de ces trafiquants de drogue. Mais ça, c'est partout en France. Aujourd'hui, l'État doit réagir, les députés doivent réagir, les sénateurs
doivent réagir, tout le monde doit réagir pour soutenir, je vous assure, pour soutenir ces forces de l'ordre qui sont fatiguées à force d'en prendre plein la tronche au quotidien. On a besoin de tout le monde, véritablement, du politique et du citoyen. Benoît Barret, on entend votre exaspération extrême à ces mots, avec ce constat que vous faites, vous aussi, de la multiplication des actes de violence extrême à l'égard des forces de l'ordre, notamment des forces de sécurité, dans tout l'exercice de leurs fonctions, comme on le voit quotidiennement. Est-ce que, pour vous, la réponse attendue, vous le disiez, du président va en tout cas permettre, selon vous, d'aller plus loin? On le sait, le ministre de l'Intérieur rencontre les syndicats de policiers, c'est pas nouveau. Il y a un Beauvau de la sécurité, certes, il est entre parenthèses, mais il est là. Mais comment aller plus loin dans ce que vous réclamez aujourd'hui pour arrêter ce police bashing? Écoutez, déjà la première chose, vous savez, nous ce qu'on attend, c'est vraiment une loi spécifique dans la défense des policiers. Vous savez, nous avons été extrêmement choqués par la vague d'indignation de toutes ces personnes sur la loi sécurité globale, cette loi qui permettait à des policiers d'être capables d'être mieux protégés. Nous, ce qu'on attend aujourd'hui, ce ne sont plus des paroles, ce sont des actes. Déjà, nous avons réclamé un observatoire de la justice, de la réponse pénale, pour effectivement prouver ce qu'on dit, à savoir que la majeure partie de ces personnes n'ont pas de peine à la hauteur de ce qu'on attend. Vous savez, aujourd'hui, on le dit à chaque fois, toutes les personnes que vous interpellez, mais ces gens-là, ils ont un pédigré énorme. Et je prends le pari, malheureusement, et vous verrez ce qu'on dira, on en reparlera certainement de la personne qui a assassiné lâchement notre collègue. Je reste persuadé que cette personne aura des antécédents extrêmes. Vous savez, je pense à notre collègue du Mans qui avait été l'année dernière tué également suite à un chauffard. La semaine précédente, cette personne était arrêtée en voiture après avoir commis des délits routiers. Et la semaine d'après, on le retrouve dans une voiture et il est capable de tuer un policier. Nous, ce qu'on attend aujourd'hui du politique, et je vous le redis, c'est cette réponse pénale. C'est une loi spécifique qui permet d'une part de renforcer la protection des policiers et des gendarmes, toutes les forces de l'ordre, en établissant très clairement des peines où l'on sait qu'il y aura une certitude de la peine. Ces gens qui s'en prennent aux forces de l'ordre, ces gens, ceux-là, les agresseurs, les délinquants, les voyous, les criminels, ces personnes, lorsqu'on s'en prend aux forces de l'ordre, on va en prison. On va en prison, il n'y a pas d'autre endroit que la prison. On n'aménage pas la peine d'une personne qui s'en prend à un policier. On ne réduit pas la peine d'une personne qui s'en prend à un policier. Ouais. Aujourd'hui, s'en prendre à un policier, à un gendarme, c'est s'en prendre à l'État. Et derrière l'État, et derrière le policier, il y a le citoyen. Et derrière le citoyen, il y a des victimes potentielles. Aujourd'hui, policiers, notre but premier, le sens de notre travail, celui pour lequel on s'est engagé, celui pour lequel nous passons des concours, nous sommes formés, nous engageons nuit et jour, ainsi que notre famille, parce qu'il y a des conséquences sur la famille, c'est de faire en sorte que chaque personne dans ce pays soit capable de vivre en paix. Et pour être capable de vivre en paix, il faut que les policiers soient en paix. Vous restez avec nous, Benoît Barret. Nous sommes aussi en direct avec Patrick Vignal. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député La République En Marche de l'Hérault. Vous avez entendu la première réaction publique d'Emmanuel Macron après la mort de ce policier à Avignon. Vous avez entendu aussi également à l'instant la colère de ce policier Benoît Barret. Qu'est-ce que vous avez pensé du discours d'Emmanuel Macron et est-ce que vous comprenez la colère des policiers aujourd'hui ? Vous savez, ça fait 30 ans qu'il y a de la lâcheté. Ça fait 30 ans qu'on a abandonné les services publics, les policiers, les enseignants, le personnel soignant. On part de loin. Et donc moi, j'ai bien écouté le président de la République et il faudra du temps. Mais plus que du temps, il faut qu'on ait une vraie réponse politique pour nos policiers. Vous savez, j'invite d'ailleurs les politiques à venir dans les territoires. On a une violence exacerbée maintenant. On a une jeunesse aujourd'hui qui n'est plus contrôlable. J'ai échangé tout à l'heure avec un président de comité de quartier qui me dit que dans son quartier, des gamins de 14 ans sont armés. Donc il faut dire aux politiques que c'est très violent. Je crois que c'est pour 1 000 €, c'est 4 € pour la police. Il leur faut de l'équipement, des moyens, travailler en cohésion. Et puis j'ai envie de le dire aux Français aussi, on a besoin de les soutenir, nos policiers. Parce que quand c'était le terrorisme, on les applaudissait. Et tous les jours aujourd'hui, je pèse mes mots qui sont durs, on prend certains policiers pour des paillassons dans les territoires. Donc il faudra une volonté politique forte, des moyens et repenser leur place dans la société. Alors, vous restez avec nous, Patrick Vignal. On revient avec vous, Benoît Barret. Vous avez entendu, il faut une réponse politique, il faut aussi du temps, disait notre invité. Du temps, vous n'en avez pas. Concrètement, on le voit tous les jours. Ça fait 30 ans, comme il le disait à l'instant. Non, franchement, le temps, on l'a déjà perdu. Et tout le temps perdu, il ne se rattrape pas.
Alors non, on n'a plus le temps. Là, ça y est, on n'a plus le temps. Aujourd'hui, chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, c'est des policiers qui sont mis en danger. Juste un exemple, vous allez voir, chaque seconde qui passe. Aujourd'hui, on se bat pour que les policiers puissent avoir une tenue non-feu. Aujourd'hui, on se bat pour que les doctrines puissent changer. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Les collègues sont toujours, toutes les nuits, tous les soirs, au contact d'engins incendiaires, sans être capable d'avoir une tenue non-feu. Ça, c'est la première chose. On n'a pas de temps. Aujourd'hui, on se bat, on lutte pour une protection fonctionnelle, réelle, efficace des policiers. On ne l'a pas. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps non plus de faire en sorte que des policiers soient en tout cas protégés. On n'a plus le temps aujourd'hui d'attendre une nouvelle fois qu'un des nôtres soit à terre, qu'un des nôtres soit tué, parce que dans la rue, on va retrouver la même personne, le même criminel, le même délinquant qui va créer le même défaut. Vous savez, cette nuit, en région parisienne, des collègues ont poursuivi des personnes qui avaient commis des infractions routières. Ils se sont retrouvés dans un camp de personnes nomades, on va dire ça comme ça, et les collègues se sont fait agresser, limite tentative de meurtre, et c'est systématiquement comme ça, à chaque fois, avec les mêmes personnes. Le temps, je ne peux plus entendre parler de temps, que ça va prendre du temps. Non, le temps, il fallait le prendre avant, le diagnostic est fait, il est là, on connaît les gens, on sait que ces personnes sont délinquantes, sont violentes, on sait que ces personnes en veulent à la peau du flic, du gendarme, des pompiers. On n'a plus le temps d'attendre, on n'a plus non plus le temps d'attendre que des personnes soient encore capables de créer des associations, de cracher sur la police nationale. On n'a plus le temps d'entendre des insultes de personnes qui peuvent sur les réseaux sociaux à tout et comme ils veulent, sans aucun frein, insulter les policiers. On n'a plus le temps non plus aujourd'hui d'accepter que des noms de collègues, l'adresse des collègues, des photos de collègues de leur famille, insulter, je vais violer ta fille, je sais où est ton gamin, je sais où il dort, je sais quelle école. On n'a plus le temps. Prendre le temps aujourd'hui, c'est prendre offense, c'est faire offense aux forces de l'ordre qui chaque jour sont engagées. Ce temps, aujourd'hui, il fallait le prendre avant. Le diagnostic, tous les syndicats de police et en tout cas Alliance Police Nationale connaît le diagnostic, le Beauvau de la sécurité qu'on a suspendu parce que vous comprendrez bien qu'aujourd'hui, c'est d'abord l'émotion de policiers. Merci beaucoup, Benoît Barré, d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Vous serez donc demain à l'hommage à 14h, hommage public qui aura lieu devant le commissariat d'Avignon. Les représentants de tous les syndicats policiers seront présents et ils appellent les citoyens à venir. Un hommage qui sera à suivre en direct sur BFM TV. Dans l'actualité également, cette déclaration. Marine Le Pen ne veut pas venir à moi, alors je viens à elle. Ce sont les mots d'Éric Dupond-Moretti dans La Voix du Nord hier. Le garde des Sceaux qui a officialisé ainsi sa candidature au régional dans les Hauts-de-France. Il sera tête de liste départementale dans le Pas-de-Calais. Et la réaction immédiate et acerbe de Marine Le Pen à la mi-journée. On l'écoute. Vous savez, j'ai vu beaucoup de forts en gueule venir ici tenter de défier le Rassemblement national et opérer des rodomontades. M. Tapie en son temps, M. Mélenchon, et ils sont tous assez rapidement repartis, plutôt humiliés par l'expérience. Maintenant, l'obsession que M. Dupond-Moretti a à mon égard commence à devenir relativement étrange. Il paraît qu'il reste quelques bracelets anti-rapprochement en rab. Je suis preneuse. Donc pour les mots de Marine Le Pen, nous sommes toujours avec Patrick Vignal. L'obsession d'Éric Dupond-Moretti à mon égard commence à devenir relativement étrange. Il paraît qu'il reste quelques bracelets anti-rapprochement. Je suis preneuse. Que pensez-vous de ces propos de Marine Le Pen ? Mais vous savez, après une semaine, on a eu l'atrocité de Mérignac, la policière à Rambouillet, le policier hier à Avignon. Vous savez, je peux comprendre pourquoi il y a une défiance des Français envers une partie de la classe politique. Vous voyez bien, en fait, on est dans un combat de présidentiel, on est dans un combat d'ego. Et en fait, je vous dis très sincèrement, j'aime dire les choses. Je pensais que la fille avait changé, que la société des Le Pen qui a toujours existé, parce que le père était outrancier mais ne voulait pas gouverner. Je me suis dit, après tout, si Marine Le Pen veut un vrai débat, elle a refusé le débat avec Éric Dupond-Moretti pour parler de ce que parlait de le policier, la place de la justice, la drogue, le deal, la dépénalisation du cannabis. Et en fait, on retrouve la même, en fait, c'est-à-dire que vous avez changé le nom.